Voilà, donc pour entrer dans le vif du sujet, l'année dernière, on a commencé à mener 2 études sur les commerces spécialisés vrac, alors à la fois en France, mais aussi en Europe, en partenariat. Je vais vous en parler plus en détail juste après. Et pourquoi on a fait ces études-là? Qu'est-ce que ça apporte? Déjà, l'idée, c'était de donner une vision exhaustive d'un secteur peu étudié. Peu étudié parce que c'est une filière très jeune, c'est des commerces qui n'existent que depuis, pour la plupart, 2015-2016, et ça s'est vraiment développé depuis 2017-2018. Donc jusqu'à l'année dernière, c'était assez difficile finalement d'avoir une vision exhaustive de ce marché, puisque c'était tout jeune, c'était que des commerces qui avaient 2 à 3 ans d'existence maximum. Du coup, on s'est dit, bon, 2019, on commence à avoir des commerces qui ont 3 voire 4 années d'ouverture. On va pouvoir commencer à analyser des choses. Ensuite, l'idée de cette étude, c'était pourquoi on l'a fait, pour repérer aussi tout ce qui va, mais qui va aussi moins bien pour les commerces spécialisés vrac. Comment on peut améliorer les choses, quels freins subsistent encore au développement de ces commerces-là. D'identifier du coup les perspectives de développement pour ces commerces-là. Et enfin, que ça serve aussi à toute la filière en général, puisque l'idée, c'était de valoriser le travail que font tous les commerces vrac depuis ces années et d'aller en appui aussi à nos actions de plaidoyer. Alors, avant de commencer à vous présenter les études et les commerces, je reviens sur la définition de la vente en vrac que je pense, pour ceux qui étaient à la conférence de ma collègue Lucia, vous avez déjà étudié, mais c'est important pour comprendre sur quoi on s'est basé et qu'est-ce qu'on entend par commerce spécialisé vrac. Donc voilà, la vente en vrac, c'est la vente aux consommateurs de produits présentés sans emballage, en quantité choisie, dans des contenants réemployables ou réutilisables. Ça, cette définition, elle est importante parce que quand on regarde le champ des commerces à étudier, on n'a pas choisi du coup de s'intéresser aux commerces en ligne ou drive parce que tout simplement, pour la plupart aujourd'hui, ils ne répondent pas à la définition de la vente en vrac, dans le sens où ils ne proposent pas de quantité à la demande. On achète quelque chose qui est déjà préconditionné, même si c'est dans un emballage du coup réutilisable, on n'a pas la notion de juste quantité qui se trouve dans la définition. Donc là, pour tout ce que je vais vous parler, on va avoir uniquement, on va avoir uniquement des commerces fixes et ambulants aussi. Et après, des commerces à dominante alimentaire. Alors, était inclus dans le champ de l'étude tout ce qui était commerce spécialisé dans la cosmétique, par exemple, ou tout ce qui est droguerie vrac, ça se fait de plus en plus. Mais là, pour le coup, par rapport aux études qu'on a menées, ces commerces-là étaient trop récents, donc on n'a pas eu des réponses assez nombreuses pour permettre de faire des analyses là-dessus. Donc en fait, ça va être surtout focalisé sur les commerces généralistes à dominante alimentaire, tout ce que je vais vous raconter. Mais voilà, il faut noter que ça reste aussi un type de commerce vrac qui existe aujourd'hui. Alors, je vais commencer à vous parler des commerces vrac en Europe. Ça va être une assez brève introduction pour présenter très rapidement les résultats de cette étude qu'on a eue. Et après, pour tout ce qui est le détail, on se focalisera sur la France. Alors, c'est une étude qui s'appelle Packaging Free Shops in Europe, an Initial Report, qui a été réalisée par 3 associations, enfin par 3 structures. Donc 2 associations expertes qui sont Réseau Vrac, du coup spécialiste du vrac en France, et aussi du coup on est pas mal implanté en Belgique. Et puis Zero Waste Europe pour quadriller en fait tout le reste du continent. Et on a travaillé avec un cabinet d'études britannique qui s'appelle Eunomia, qui a en fait analysé les données pour nous. Nous, on a collecté les données et on leur a fourni, et eux, ils ont fait l'analyse et produit le rapport ensuite. Ça a été un questionnaire auto-administré, donc on leur a envoyé, ils ont répondu, c'était une 60aine de questions, sur 10 pays, dont la France et la Belgique, du coup. Et il y a eu 226 répondants à cette étude pour vous donner un petit peu le contexte. Et là, elle est sortie depuis le mois de juin, celle-là. Alors, la synthèse est disponible sur notre site internet et le rapport est sur demande. Donc, ce qu'on apprend dans cette étude-là, c'est déjà que le nombre de commerces vrac croît partout en Europe, ce qui peut sembler logique, mais cette étude le permet de le confirmer. Donc, comme on le voit sur la courbe de prédiction, les scénarios de cette étude prédisent environ 5000 commerces vrac en 2023. Entre les pays, donc là, vous avez une courbe qui vous
place donc les différents pays qui ont été étudiés. Donc la France est entourée en bleu pour plus de lisibilité. Et par rapport aux produits bruts du pays, pour qu'on comprenne aussi un petit peu les différences de positionnement. Donc voilà, vous pouvez voir que la France est bien en tête avec l'Espagne, bien au-dessus des autres. Et après, on a des pays qui commencent à se développer petit à petit, qui sont un peu plus à la traîne, mais qui se développent de plus en plus. Sur le chiffre d'affaires, alors bon, il faut savoir qu'analyser des chiffres d'affaires de commerce entre différents pays d'Europe qui ont des situations économiques complètement différentes, c'est un peu biaisé, hein, on ne parle pas de choses complètement similaires, mais quand même, pour vous donner un ordre d'idée, on estime que le chiffre d'affaires moyen des commerces vrac en Europe est autour de 170 000 euros hors taxes, et comme vous le voyez sur ce graphique, il est en augmentation légère tous les ans depuis 2015. Là, on vous a mis le détail des pays, donc comme vous pouvez le voir, et c'est à attendre, hein, il y a des disparités assez fortes dans les chiffres d'affaires des différents États. Ça, c'est dû aussi au fait, là, on voit que l'Allemagne, la France et la Belgique sont ceux qui ont les chiffres d'affaires les plus hauts. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est que l'Allemagne, la France et la Belgique ne vendent pas forcément la même proportion de produits vrac dans leur commerce. On va le voir apparaître. L'Allemagne, ils ont à peu près 76% de produits vrac dans leur boutique, alors que la Belgique et la France sont plutôt à 89%, voire 91% pour la France. Donc voilà, il y a aussi plus de produits vrac vendus dans les boutiques françaises. Et comme on peut le voir aussi sur ce schéma, le nombre d'emplois créés par les commerces vrac en Europe augmente également. On voit que voilà, il y a eu surtout une augmentation du nombre d'emplois créés en 2018 et ensuite un peu encore en 2019, ça continue. Et qu'en moyenne, du coup, il faut à peu près 1,85 personnes à temps plein pour gérer un commerce vrac aujourd'hui en Europe. Encore une fois, voilà, on est sur des grandes disparités économiques entre les pays, donc c'est des chiffres globaux qui sont bien sûr à nuancer. Et une caractéristique intéressante de ces commerces-là, pour terminer avec l'Europe, c'est qu'on voit que c'est des commerces qui sont très attachés à l'approvisionnement local. Et ça, c'est une tendance très forte qu'on va retrouver pour les commerces français. Pour l'Europe, on voit que 58% des références du commerce proviennent de fournisseurs situés à moins de 300 km. Donc ils essayent vraiment de s'approvisionner le plus localement possible. On est sur une démarche vertueuse dans l'ensemble. Et ça, c'est une caractéristique très forte qu'on retrouve beaucoup chez les commerces français, dont on va parler tout de suite. Donc maintenant, je vais faire un zoom plus approfondi sur tout ce qui est les commerces vrac en France. Donc ça, c'est l'étude que nous, Réseau Vrac, on a réalisée entre août 2020 et entre juin, juillet, là, cette année, et qui est quasiment finalisée. Enfin, la synthèse est d'ailleurs disponible sur notre stand. Vous pourrez aller la consulter après la conférence si ça vous intéresse. Et le rapport sera bientôt disponible. C'est une étude qui ciblait, donc, comme je vous l'ai dit, les commerces fixes et ambulants. Adhérents et non adhérents, on n'a vraiment pas voulu se limiter à ça, on a fait passer le questionnaire le plus largement possible. Donc c'était aussi un questionnaire auto-administré avec davantage de questions que le questionnaire pour l'étude européenne, parce que voilà, on voulait cibler des choses assez précises sur le montage du projet, le type de produits vendus et les données économiques également. Donc c'était auto-administré également, et on a complété du coup ces questionnaires par quelques entretiens qualitatifs c'était des répondants volontaires qui avaient spécifié qu'ils étaient intéressés pour répondre à davantage de questions, et l'idée c'était de valider les hypothèses qui commençaient à ressortir avec le questionnaire. Et on a eu 70 répondants, ce qui est plutôt pas mal, puisqu'il y a il y avait à peu près 200 commerces éligibles pour répondre à l'étude à cette période. Donc là, pour le déroulé de ce que je vais vous présenter, on va d'abord commencer par un rapide état des lieux de les commerces vrac en France. Où sont-ils situés géographiquement, dans quel type de ville, quel modèle est davantage utilisé par les commerçants aujourd'hui. Ensuite, on parlera de leur profil. Qui sont les commerçants vrac aujourd'hui, d'où viennent-ils, pourquoi montent-ils un commerce vrac. On parlera ensuite de leurs caractéristiques, quel type de produit on peut y trouver, est-ce qu'on peut faire toutes ces courses en vrac dans un commerce, quelle superficie moyenne, etc.
Ensuite, on va parler un petit peu des données économiques, du chiffre d'affaires, des chiffres un peu de l'évolution de panier moyen et de passage en caisse. Et enfin, quelques perspectives qui se sont dessinées à la suite de cette étude. Alors, on va commencer avec l'état des lieux. Donc, vous avez là la carte de France des épiceries vrac aujourd'hui. Alors, ce qu'on voit sur cette carte, c'est que donc déjà il y a des commerces vrac dans toutes les régions de France. Il y a minimum 15 commerces par région de France aujourd'hui, 15 commerces spécialisés. On voit que la région Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine sont les régions où il y a le plus de commerces en termes de nombre actuellement. Mais par contre, si on analyse en termes de densité de commerce, donc le nombre de commerces par habitant, là on voit clairement que l'Ouest, les régions de l'Ouest, la Bretagne et la Pays de la Loire sont avancées. Pour vous donner le chiffre, en Bretagne et Pays de la Loire, on a à peu près un commerce pour 95 000 habitants. En Île-de-France, du coup, qui est la région la moins dense, on est plutôt à un commerce pour 350 000 habitants. Donc voilà, l'écart il est assez important. Et ça, c'est dû, pour l'instant, c'est assez dur d'évaluer exactement les raisons pour lesquelles certaines régions sont vraiment plus avancées que d'autres. On peut faire que des hypothèses. Mais pour ce qui est de la faible densité en Île-de-France, c'est clairement dû aussi au prix des pas de porte et des loyers qui sont assez exorbitants et qui peuvent désinciter les porteurs de projets à s'installer là. Et l'ouest de la France, c'est une région assez dynamique, même en termes de commerce bio ou ce genre de choses. Donc ça peut aussi expliquer l'implantation des commerces vrac. Mais c'est vrai que pour l'instant, les disparités, on les voit, on les identifie. Après, c'est des hypothèses sur pourquoi certaines régions sont plus dynamiques que d'autres. L'année dernière, on a eu une belle croissance dans les Hauts-de-France. C'est une région qui a eu une belle dynamique en 2019-2020. Donc voilà. Ensuite, je vais attendre juste que le RER passe, ça sera peut-être plus simple. Voilà, vous m'entendrez mieux. Donc c'est des commerces qui sont plutôt dans des villes de petite taille. Alors c'est des commerces de centre-ville, on va le voir plus tard, mais de villes plutôt inférieures à 20 000 habitants. En majorité, c'est plutôt autour de 47% qui sont implantés dans ce genre de ville. Par contre, si on distingue, donc là, sur ce graphique-là, c'est mélangé fixe et ambulant. Fixe et ambulant, c'est des tendances très différentes. On l'a remarqué dans l'étude. Malheureusement, j'aurais pas le temps de vous faire le détail à chaque fois de quelle est la différence pour les commerces fixes ou pour les commerces ambulants, mais il y a vraiment beaucoup de différences qui sont pour le coup dans le rapport. Mais là, pour les villes, les commerces ambulants, ils sont à 71% dans des villes de moins de 20 000 habitants. Et pour les commerces fixes, c'est un peu moins, c'est plutôt autour de 43%. Et les commerces fixes sont davantage dans des grandes villes de plus de 150 000 habitants. Pour ce qui est du modèle choisi par les commerçants vrac aujourd'hui, le marché il est dominé pour l'instant par des commerces indépendants, donc des commerces indépendants non rattachés à des enseignes. Le chiffre, c'est, vous voyez qu'il y a à peu près 82% des commerces qui sont indépendants non rattachés à une enseigne aujourd'hui, contre seulement 18% qui sont sous enseigne. Parce qu'il existe assez peu finalement de réseaux magasins en France aujourd'hui. On en a 3, en tout cas fin 2019, il y en avait 3. C'est Day by Day, donc Day by Day pour le coup, vraiment les pionniers depuis 2011, eux ils sont un peu partout en France, bien développés. Mais plus récemment, on a Mademoiselle Vrac, qui a lancé sa franchise en 2019 et a plusieurs commerces en ce moment. Et continuent à en ouvrir. D'ailleurs, ils ont un stand dans la halle verte, n'hésitez pas à passer les voir si ça vous intéresse. Et la licence de marque Mamie Mesure, lancée pareil, fin 2019, qui a fait un pitch d'ailleurs ce matin, peut-être certains d'entre vous y ont assisté. Donc voilà, on voit que même si pour l'instant le marché il est dominé par des commerces non rattachés à des enseignes, finalement il y a de plus en plus d'enseignes qui se créent, et donc ça va sans doute évoluer dans les prochaines années. On va avoir peut-être, ça va s'égaliser entre les commerces indépendants non rattachés et ceux qui sont déjà sous enseigne. Je vais vous parler maintenant du profil des commerçants vrac. Ça nous intéressait dans cette étude de comprendre qui est ce néo-commerçant finalement qui monte à un nouveau modèle de distribution, d'où vient-il, quelles sont ses aspirations. Donc, alors, clairement, c'est très dominé par des femmes. On est 80% d'entrepreneuses et 20% d'hommes. Au niveau de la situation familiale, c'est des gens qui sont dans une situation familiale assez stable, assez fixe. Beaucoup sont pacsés ou mariés, 70%. Donc, la majorité ont déjà des enfants, ont déjà une famille. Donc voilà, c'est des gens qui sont déjà un certain avancement, une stabilité familiale, on va dire, et qui sont
pour la grande majorité en reconversion professionnelle. On voit que voilà, c'est quasiment 50% de cadres ou 35% d'employés. Il y a très peu de gens qui étaient déjà entrepreneurs avant, qui venaient du milieu de l'entreprise, et très peu d'étudiants qui montent leur entreprise juste après la fin de leurs études. On est vraiment sur des gens qui ont un âge un peu plus avancé, ont voilà, en majorité entre 30 et 39 ans, ou entre 40 et 49 ans, ce qui colle aussi avec la situation familiale. Donc ils ont eu une vie professionnelle avant, et ils ont envie de se reconvertir pour différentes raisons. Et on voit voilà, que c'est des gens qui ont quand même une certaine stabilité, qui peuvent voilà, se permettre de quitter un travail et de monter une entreprise vrac. C'est des gros investissements de monter un commerce. On en reparlera à la fin, mais ça explique aussi le profil du commerçant vrac d'aujourd'hui. Sur les raisons qui les poussent à monter un commerce vrac, je vous ai mis 2 citations qui sont assez parlantes. Beaucoup de gens nous disent que voilà, ils sont dans un travail, dans une vie qui ne correspond plus à leurs valeurs, et donc ouvrir un commerce vrac, ça leur permet d'avoir un nouveau challenge, de se reconnecter à des choses qui font plus de sens pour eux, et souvent ils le font avec un ami ou avec leur compagnon, comme l'explique là le témoignage de Lisa que vous avez. Et puis on a le témoignage de Pierre qui lui consommait vrac mais n'en avait pas près de chez lui, et du coup il s'est dit voilà, j'ai envie de concrétiser mes idées, de voir s'il y a du répondant derrière, et du coup il a monté son commerce vrac pour pallier à la fois à ce déficit d'offres sur son territoire et pour pouvoir se lancer dans son entreprise de quelque chose qui lui parle et qui fait sens. Alors, je vais vous parler des caractéristiques des commerces vrac. On est sur des petits commerces, on s'en doute, mais voilà, ont une surface moyenne plutôt de 60 mètres carrés. C'est beaucoup plus petit que des commerces de taille comparable, des supérettes ou des magasins bio. Les supérettes, souvent, on est à plus de 100 mètres carrés, même autour de 200 à 400. Et les commerces bio, pareil, plutôt autour de 200 mètres carrés. Donc, on est vraiment sur des petites surfaces. Et alors, je vous ai mis aussi le chiffre des commerces vrac ambulants. Ils sont plutôt à 11 mètres carrés, ce qui va expliquer qu'après, ils vont avoir moins de références dans leur commerce parce que forcément, un petit peu moins de place. Voilà. Alors, on en parlait avant, c'est des commerces de centre-ville, mais du coup de petites villes, mais ils sont largement implantés dans des commerces, dans des centres-villes, à 77%. Souvent, c'est des commerces qui fonctionnent très bien dans des zones commerçantes où il y a d'autres commerces de bouche à proximité, parce que le client peut venir et compléter après son panier chez le crémier, chez le boulanger, chez le charcutier. Voilà, ils ne vont pas forcément faire la totalité de leurs courses dans le commerce. L'idée, c'est que le commerce vrac, il s'intègre très bien dans un tissu commercial déjà assez dense. Et sur le nombre de références, on est entre 400 et 850 références par commerce en moyenne. Donc ça, c'est pareil, c'est fixe et itinérant confondus. Sur le choix des produits, je vous en parlais tout à l'heure avec l'étude européenne, on est vraiment sur des commerces engagés. En fait, c'est assez marquant. Quand on leur demande quelle dénomination décrit le mieux votre commerce vrac, en fait, la plupart d'entre eux, à 38%, répondent vrac bio et local avant de répondre 100% vrac. Ce qui pourrait être logique, en fait, de dire 100% vrac, mais non, eux, ils se voient vraiment comme vrac bio et local en priorité, parce qu'en fait, c'est des gens qui, on en revient aux valeurs, mais ils ont vraiment eu envie de monter ce commerce pour avoir un projet qui fait sens, et ils veulent être vertueux sur toute la ligne. Et donc c'est comment ils se perçoivent, mais en fait ça se vérifie quand on regarde le choix des produits. Puisque quand on leur demande quels sont vos 3 critères prioritaires pour composer votre gamme de produits dans votre commerce, la majorité répondent quand même bien sûr que ce soit un produit vrac, mais juste après, on arrive avec du local et en 3e du bio. Donc c'est le local avant le bio quand même, c'est assez marquant aussi. Ils sont 61% à choisir des produits soit locaux, soit à minima français dans la composition de leur gamme de produits. Donc des commerces qui ont vraiment à cœur de soutenir l'économie du territoire et l'agriculture et l'économie locale. Quand on parle des fournisseurs, voilà, je vais vous donner des chiffres un peu plus avancés. En général, dans un commerce vrac, il y a à peu près 48% des fournisseurs du commerce qui se trouvent à moins de 200 km, donc c'est quasiment la moitié. 90% sont français, donc voilà, on en revient encore à cette volonté de soutenir le local et le français. Et ils sont à peu près à 47 fournisseurs en moyenne par commerce. Ensuite, pour le bio,
Là, pareil, on voit qu'ils proposent vraiment beaucoup de produits biologiques dans leur commerce. À 99% d'entre eux proposent des produits bio. Par contre, ils n'ont pas forcément ils n'ont pas forcément fait la certification parce qu'ils nous expliquent que certains n'en voient pas l'intérêt, ou les démarches coûtent trop cher, ou c'est beaucoup d'administratifs, etc. Et que c'est pas forcément là-dessus qu'ils ont envie d'appuyer leur positionnement. Donc voilà, c'est du bio pour la plupart, parce qu'aussi aujourd'hui beaucoup de fournisseurs de produits vrac sont également des fournisseurs bio. Et parce que c'est important pour eux, mais par contre, c'est pas forcément quelque chose qu'ils vont mettre en avant à travers une certification. À noter que nous, chez Rhizovrac, quand même, pour les aider à se faire certifier, pour ceux qui le feraient pour des problèmes financiers ou parce que c'est compliqué, on a noué un partenariat avec Ecocer, qui est d'ailleurs aussi présent dans la mezzanine des partenaires, si ça vous intéresse, et qui propose des tarifs préférentiels pour les adhérents de Rhizovrac. La question que beaucoup peuvent se poser aussi, c'est mais qu'est-ce qu'on peut acheter dans un commerce vrac aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire toutes ces courses en vrac dans un commerce spécialisé vrac? La réponse est à la fois oui et non, ça dépend des commerces, mais on peut quand même faire la plus grande partie de ces courses dans des commerces vrac. Alors on voit les produits majoritairement proposés, ça va être des produits d'épicerie sèche, à la fois salés, à la fois sucrés. Vous allez pouvoir trouver des pâtes, du riz, du café, mais aussi des bonbons, des biscuits. Des produits détergents à 99%, donc voilà, quasiment partout. Produits cosmétiques et des accessoires zéro déchet. Ça, c'est ce qu'on trouve quasiment systématiquement dans des commerces vrac. Après, il y a des produits qui vont être souvent proposés, mais pas toujours. Ça va être le cas des œufs, des boissons non alcoolisées, des produits préemballés ou consignés. Alors, quand on parle des produits préemballés et consignés dans ces types de commerces-là, c'est pas le paquet de pâtes Panzani emballé. Hein. C'est vraiment des produits qu'en fait on ne peut pas trouver en vrac parce que le cadre légal ne le permet pas, ou les innovations ne permettent pas de vendre ces produits-là. Ça va être par exemple des briques de lait, du coulis de tomates, des soupes, ce genre de choses que les clients aiment bien et qui sont demandées par les clients. Et du coup, le commerçant fait le choix d'en proposer, mais il ne s'agit pas de produits préemballés. Quand l'alternative existe en vrac, elle est proposée en vrac. Et enfin, les fruits et légumes et le pain. Donc on voit que c'est beaucoup de produits frais qui ne sont pas forcément systématiquement proposés. C'est un choix des commerçants parce que pour beaucoup, ça va nécessiter une gestion supplémentaire qui est lourde par rapport à ce que le commerçant vrac doit déjà toujours gérer. Et donc souvent, ils font le choix de ne pas le vendre ou d'attendre un peu que le commerce se lance pour le développer. Ça fait partie des projets de développement de beaucoup de commerces qu'on a interrogés. Ils disent, voilà, dans les projets de développement, on aimerait ouvrir un rayon fruits et légumes. Donc c'est des choses que, voilà, ils sont conscients de ce fait-là. Mais cela dit, ça correspond aussi bien au fait que souvent c'est des commerces implantés, comme je le disais, dans des zones où il y a d'autres commerces à proximité. Donc il y a des primeurs, il y a d'autres commerces auprès desquels le client peut se fournir en produits frais. Et donc dans la volonté d'être toujours plus vertueux et sur tous les points, on a une attention très forte des commerçants portée à la réduction des déchets. Alors elle va porter sur à la fois deux aspects, à la fois donc réduire les emballages consommateurs. Et comment ils réduisent les emballages consommateurs? En fait, ils vont essayer de proposer le plus de contenants réutilisables pour un consommateur qui rentrerait pour la première fois dans un commerce vrac et du coup qui n'aurait pas forcément prévu son bocal, son sac, etc. Donc ça, souvent, ils mettent en place des bocaux gratuits ou à la limite payants, ou des sacs en tissu, des pochons payants. Et ils proposent aussi beaucoup des sachets craft pour ceux qui vraiment ne souhaitent pas prendre un bocal, etc. Mais voilà, il y a un rôle très pédagogique aussi du commerçant de sensibiliser les clients sur c'est aussi important de pouvoir réutiliser ces contenants, pourquoi faire ça, etc. Donc il a aussi ce rôle de pédagogue. Et après, c'est la réduction des emballages amont, parce que on se doute bien que les emballages qui sont arrivés les produits arrivés dans le commerce, avant ils avaient bien un emballage, à un moment donné il a fallu les transporter du fournisseur au commerçant, donc il y a des emballages amont. Et ces emballages-là, parfois ils sont difficiles à recycler ou à réemployer. Donc ces commerçants-là, ils essayent quand même de trouver des solutions pour pas que ça soit tout bonnement jeté et que ça soit pas contre-productif par rapport à la filière vrac. Donc du coup, 71% mettent en place des actions avec les fournisseurs. Ils s'arrangent entre eux pour reprendre des seaux ou des palettes, par exemple. Et ils mettent en place des dons de bidons. Enfin voilà, là je vous ai mis une illustration de choses qui sont faites par les commerçants pour essayer de réutiliser un peu. Voilà, ils essayent tous de faire des efforts comme ils peuvent pour que ça soit pas jeté et que ça puisse être réutilisé.
Et là, on va avoir une citation du coup de Paola qui explique que voilà, elle donne ses lessives, ses bidons de lessive à une dame qui est en train de construire un étable, que les seaux, elle a quelqu'un qui les récupère, qu'il s'arrange avec un producteur de savon local. Donc on voit que c'est quand même pas mal de bricolage et que c'est un vrai enjeu. Et du coup, si ça vous intéresse, il y a une table ronde dédiée à ce sujet à 16h. Donc voilà, si ça vous intéresse, revenez ici à 16h. On en discutera avec des commerçants, des fournisseurs et des logisticiens pour comprendre un peu les enjeux de cette réduction zéro déchet en amont de la filière. Je finis pour les caractéristiques avec la clientèle. On se demande souvent, mais c'est qui la clientèle des commerces vrac? Est-ce que c'est que des jeunes actifs bobos, etc. Le fait est que, alors nous, c'était du déclaratif. On a demandé aux commerçants quelle est, selon vous, votre clientèle. Donc bon, ils nous ont dit des choses, ça se vérifie pas quantitativement. Par contre, demain, il y aura une conférence ici avec Nielsen où on présentera les résultats d'une étude consommateur avec des données consommateurs très précises. Mais en tout cas, sur les commerces spécialisés vrac, ce que nous ont dit les commerçants, c'est que sur les tranches d'âge, c'est quand même assez varié. C'est beaucoup de 26-35 ans, donc des jeunes actifs ou des jeunes parents. Mais il y a aussi pas mal de 36-50 ans et voire même des personnes à plus de 50 ans. Les catégories qu'on a le moins, même s'il y en a un peu, ça va être des étudiants et des retraités. Mais il y en a quand même, beaucoup de commerçants nous ont dit qu'il y en avait de plus en plus, qui s'intéressent de plus en plus à ça. Par contre, clairement, c'est très féminin. Ils nous ont tous dit que ça, il n'y avait aucun doute là-dessus. C'était vraiment une clientèle majoritairement féminine. Et là, je vous ai mis aussi une citation de Nolwenn, une commerçante vrac fixe, qui explique que voilà, elle a vraiment beaucoup de femmes dans son commerce, mais qu'après elle a tout, à la fois des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui viennent vraiment pour acheter la juste quantité dont ils ont besoin, d'autres qui achètent en gros pour toute la famille, toute la semaine, des gens aussi qui viennent parce que c'est un commerce de leur ville et qu'ils ont envie de le soutenir. Enfin voilà, qu'en fait finalement il n'y a pas vraiment de clientèle très très typée, à part que ça a un profil très féminin. Voilà. Donc, je vais vous présenter un petit peu les données économiques maintenant de ces commerces-là, comment ils évoluent. C'est une question que beaucoup se posent. Est-ce qu'un commerce vrac, c'est viable dans le temps? Qu'est-ce qu'on peut attendre aussi comme chiffre d'affaires? Alors, avant de parler de ces chiffres-là, je vous mets une courbe quand même qui est assez intéressante, qui montre le nombre d'augmentations des ouvertures des commerces. On voit que ça a augmenté, en fait ça a été multiplié par 9 le nombre d'ouvertures depuis 2016. Voilà, sur la courbe que vous voyez, c'est le nombre donc pas d'ouverture, mais c'est le nombre de commerces au total. Et sur le nombre de commerces au total, on voit qu'en 2015, il y avait 22 commerces en France. Aujourd'hui, c'est 385. Donc ça a augmenté de manière très très forte sur ces dernières années. Et ça a été multiplié par 9 les ouvertures, comme je vous le disais. Maintenant, ok, il y a beaucoup d'ouvertures, mais est-ce que ces commerces vrac, ils peuvent durer dans le temps? Est-ce que leur chiffre d'affaires est-ce que les commerçants vrac arrivent à en vivre? Comment c'est la situation économique? Eh ben, on voit que ça augmente de plus en plus. En 2015, il y avait l'intégralité des commerces ouverts qui avaient un chiffre d'affaires inférieur à 200 000 euros hors taxes. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont presque 50% à avoir, presque 60% à avoir dépassé 40% à avoir dépassé les 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et voilà, on voit que ça a augmenté progressivement d'année après année. Et surtout qu'il y en a qui commencent à avoir plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires en 2018. Et après, je vais vous expliquer aussi un peu d'où vient cette tendance-là. On va creuser un peu à l'intérieur. Et donc, si le chiffre d'affaires augmente, c'est aussi parce que les passages en caisse et les paniers moyens augmentent. Alors ça, c'est dû à l'ancienneté des commerces, on va le voir juste après, mais aussi au fait que les mentalités évoluent. En fait, le vrac, c'est de plus en plus connu, donc les consommateurs de la ville où s'implante le commerce, ça va leur parler tout de suite, un commerce vrac, alors qu'en 2015, pas forcément. Donc ça va aussi expliquer l'évolution. Donc vous voyez qu'en 2015, les passages en caisse, c'était plutôt majoritairement inférieur à 50 par jour. Et par contre, en 2018, c'est carrément au-dessus entre 50 et 90, voire même pour certains, plus de 150 passages en caisse par jour. Donc là, on est sur une belle augmentation également. Et sur le panier moyen, c'est encore plus édifiant, puisqu'en 2015, on voit que c'était intégralement un panier moyen à 11 euros. Et là, en 2018, on voit que 11 euros, ça représente à peine 3%. Et par contre, on va avoir un panier moyen plutôt situé entre 16 et 21 euros. Donc on voit que ça augmente vraiment et que du coup, le vrac commence à se faire connaître, à devenir une vraie habitude de consommation. On vient pas juste acheter des graines, mais on va vraiment faire ses courses de manière plus régulière et plus importante. Donc ça explique aussi cette évolution économique.
Et après, donc, je vous parlais du chiffre d'affaires. Pourquoi aussi ce chiffre d'affaires il augmente? En fait, là, ce graphique il est hyper intéressant parce qu'on voit que donc ça c'est un graphique qui montre le chiffre d'affaires pour les commerces qui sont ouverts depuis 1 an. Et ce même chiffre d'affaires pour des commerces ensuite ouverts depuis 3 ans, donc 3 ans après ouverture. On voit qu'en première année, un commerce, il fait plutôt en majorité à 90% en dessous de 200 000 euros hors taxe. Par contre, 3 ans plus tard, quand on le retrouve, la grande majorité a dépassé les 200 000 euros et ils sont même 13% à avoir au-dessus de 600 000 euros. Donc en fait, le premier graphique que je vous ai montré de l'évolution de 2015 à 2018, il comprenait aussi des commerces qui étaient ouverts depuis seulement 1 an. Donc du coup, ces commerces-là, quand ils vont avoir 3 ans, en fait, le même graphique qu'on va retrouver, il va être beaucoup plus important puisqu'on va avoir tous ces commerces-là qui vont avoir augmenté leur panier moyen puisqu'ils vont avoir 3 ans d'existence. Et là, on a mélangé à la fois des commerces ouverts depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc forcément, on est sur des choses assez variées. Mais on voit, ce qui est vraiment encourageant, c'est qu'un commerce qui a 3 ans ou plus d'existence, il a majoritairement plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires, voire plus de 500 000 euros. Et enfin, sur l'aspect emploi, les commerces vrac, c'est des commerces qui commencent à employer de la main-d'œuvre, un commerce vrac, ça nécessite beaucoup de. Les tâches sont très chronophages. Il y a le métier de commerçant classique qui est de encaisser les passages, conseiller le client, mettre en rayon. Mais quand on est commerçant vrac, il y a aussi tout le côté hygiène, nettoyage des silos, remplissage des silos, beaucoup de manutention, etc. Donc c'est des choses qui vont prendre du temps et qui vont être aussi gourmandes en main-d'œuvre. Donc le vrac a un beau potentiel d'emploi. Et là, vous voyez sur le stock, sur le nombre de commerces qui étaient embauchés au fur et à mesure, ça a doublé en fait de toutes les années entre 2016, 2017 et 2018. Là, le chiffre que je vous ai mis, 2,2, c'est en fait on estime qu'il faut à peu près 2,2 personnes en moyenne pour gérer un commerce vrac aujourd'hui. Ce chiffre de 2,2, il intègre des salariés, les gérants et leurs associés, et aussi potentiellement des bénévoles ponctuels avec de la famille ou des stagiaires qui vont pouvoir aider. Donc du coup, ça monte ce chiffre à 2,2 personnes à temps plein pour gérer un commerce vrac aujourd'hui. Donc il y a un potentiel assez fort. Sur des commerces de taille comparable, c'est souvent à peu près deux équivalents temps plein pour 100 mètres carrés. Donc voilà, on est sur des chiffres qui vont être finalement relativement similaires. Et enfin, une statistique importante, ce que je n'ai pas précisé quand même, c'est qu'il n'y a que 36% des commerces de l'étude qui avaient déclaré avoir pu embaucher un salarié. Donc il y en a quand même beaucoup qui n'embauchent pas. Par contre, ceux qui le font, ils rentrent dans un espèce de cercle vertueux de l'emploi, c'est-à-dire que tous ceux qui le font l'ont fait dès la première année d'ouverture. Il n'y en a aucun qui a embauché en deuxième ou en troisième année, ils l'ont tous systématiquement fait dès qu'ils ont ouvert. Et toutes ces personnes-là ont quasiment toutes, ont réembauché ensuite. 67% ont réembauché la deuxième année et 71% la troisième année. Donc en fait, ceux qui réussissent à embaucher, finalement, ça les aide vraiment. Ils arrivent à se développer davantage et à embaucher ensuite après. Alors que ceux qui n'ont pas réussi à embaucher la première année, malheureusement, ne l'ont toujours pas fait aujourd'hui. Soit peut-être par choix, soit peut-être parce qu'ils n'y arrivent pas. Et donc, je vais finir avec les perspectives de développement de ces commerces. Alors, on a des commerçants qui sont ambitieux puisqu'ils ont vraiment envie de développer des nouveaux projets. Alors, ça va être peut-être des projets par exemple, comme je le disais tout à l'heure, installer un rayon de fruits et légumes, lancer un commerce, un drive ou quelque chose en ligne, développer le nombre de références produits. Mais certains passent le pas de créer un nouveau commerce. Ils étaient 13%. Et 29% en ont le projet. Donc, quand c'est des commerces, ça peut être certains lancent leur franchise ou leur licence de marque, pour l'instant assez peu nombreux, et d'autres lancent tout simplement un deuxième commerce ou un troisième commerce dans la même ville ou dans la ville d'à côté qu'ils gèrent eux-mêmes sans passer par un système de franchise ou de licence. C'est quand même souvent des commerçants qui sont assez attachés au côté un peu contact relationnel avec le client. Ils n'ont pas forcément envie de trop grossir, mais par contre, voilà, ils aiment bien le challenge. Et donc, ils se disent, après un premier commerce, pourquoi pas un deuxième? Ce qu'on observe, c'est aussi beaucoup choisissent de vendre, de faire un commerce spécialisé après. Ils ont un premier commerce à dominante alimentaire et après ils vont faire un commerce plutôt une droguerie ou un commerce spécialisé dans un type de produit particulier pour avoir les deux types de commerce. Ou alors dans un commerce, du coup, ils vendent pas de fruits et légumes et dans l'autre, ils vont en vendre. Voilà, c'est ce genre de choix, ça leur permet sur leurs deux commerces de vendre plus de produits différents.
Au niveau des porteurs de projets, alors là, ce graphique, c'est le nombre de porteurs de projets référencés par Réseau Vrac, donc qui sont adhérents de l'association, qui sont référencés. On voit qu'en 2018, il y a clairement eu un pic, hein, ça a doublé. Entre 2018 et 2019, on est passé de 300 porteurs de projets recensés à plus de 600. Parce que voilà, le Vrac, ça se développe, ça attire de plus en plus. Les porteurs de projets voient que ça marche, donc ils se disent, bah oui, moi aussi, je peux me lancer. Donc on voit que ça se développe pas mal. Après, on pourrait se dire, ok, très bien, mais ces commerces-là, ces porteurs de projets-là, ok, ils sont référencés en tant que porteurs de projets, mais est-ce qu'ils ouvrent leur commerce après ? Et en fait, oui, pour une partie d'entre eux, en tout cas, de ce qu'on peut voir, il y a 25% des porteurs de projets qui étaient recensés début 2019 chez Réseau Vrac qui ont ouvert aujourd'hui. Et sachant qu'il y en a d'autres qui sont toujours porteurs de projets, c'est juste que le projet il a pris du retard, mais il va bel et bien ouvrir bientôt. Donc en fait, voilà, sur ce nombre-là, bien sûr, sur les 600 personnes recensées, ils vont pas tous ouvrir leur commerce, certains vont abandonner leur projet entre-temps, mais beaucoup vont le faire. Donc il va y avoir de plus en plus de commerces vrac partout en France dans les prochaines années. Par contre, ce qu'on a pu identifier dans l'étude, c'est encore quelques freins au développement. Tout ne peut pas être parfait, c'est normal. Et du coup, il y a quelques freins qui subsistent, qui ont été cités. Donc ça, c'était du déclaratif, les commerçants nous ont expliqué ça. Alors, 27% nous ont dit qu'ils avaient eu des difficultés à trouver des financements. Ça, c'est pareil, ce chiffre, il y en a beaucoup qui ont ouvert en 2015-2016. À l'époque, c'était beaucoup plus difficile d'obtenir des prêts bancaires. Aujourd'hui, le VRAC commence à être davantage connu, donc forcément, ça permet de faciliter l'accès à l'emprunt, etc. Mais les projets VRAC, je vous l'ai dit au début, c'est des projets qui demandent de gros investissements en moyenne. Donc pareil, les moyennes, toujours bien prendre avec des pincettes parce que les écarts sont assez différents. Mais en gros, la moyenne, c'est 80 000 euros pour monter un commerce VRAC. Il y en a qui c'est beaucoup plus et d'autres beaucoup moins. Mais voilà, donc c'est quand même des gros investissements qui nécessitent du coup d'importants moyens de départ. Donc beaucoup font appel aux prêts bancaires, 94%. Donc qui reste assez accessible, mais par contre le prêt bancaire il couvre à peine la moitié, il couvre à peine la majorité du projet, il couvre à peine la moitié des financements du projet en général. Et donc du coup il y a très souvent de l'apport personnel en plus qui représente souvent 40% à peu près de l'investissement, et du coup c'est souvent complété par du financement participatif ou des prêts d'honneur, et il y a assez peu d'aides et subventions finalement qui sont apportées au VRAC, seulement 24%, et voilà, la moyenne nationale est un peu plus haute sur l'accès aux aides et subventions, c'est plus autour de 44% pour les créations d'entreprises, donc voilà, ils ont un peu moins d'aides que d'autres entreprises, et donc voilà, même si la situation évolue et que c'est de plus en plus facile pour les commerçants parce que le secteur grandit, parce que les financeurs font de plus en plus confiance à ce marché-là, ça reste pas facile aujourd'hui d'avoir accès au financement, donc c'est des freins qui seront encore à lever à l'avenir. La deuxième chose, c'est le développement de l'offre produit. Il y a un peu plus de 30% des répondants qui nous ont dit avoir eu des difficultés à trouver des fournisseurs. Alors bon, ça c'est dû aussi au fait que il n'y a pas encore énormément de fournisseurs vrac sur le marché. Bon là vous en avez une très bonne partie, mais il y a aussi beaucoup de produits qui sont toujours pas disponibles à la vente en vrac, faute d'innovation, parce que le cadre réglementaire ne le permet pas encore. Et du coup, c'est vrai que à l'avenir, permettre de développer tout ce qui peut être vendu en vrac va permettre aussi d'attirer de plus en plus de consommateurs et que les personnes puissent faire davantage de courses au sein des commerces vrac puisqu'ils vont pouvoir tout acheter. Et du coup, les enjeux de ça, c'est vraiment favoriser la mise en vente de tous ces types de produits-là à travers un cadre légal et aussi des innovations. C'est ce qu'on essaye de faire avec le Salon du VRAC qu'on organise aujourd'hui. Et du coup, cette année, c'est pour ça aussi qu'on a lancé les trophées du VRAC pour récompenser les innovations du secteur. Parce que l'idée, c'est de se dire il faut qu'il y ait de plus en plus de produits qui puissent être vendus en vrac et qu'on couvre les plus larges unités de besoins possibles du consommateur pour qu'il ait envie de consommer vrac au quotidien et que les commerces vrac puissent être pérennisés dans le temps. Voilà, et on va finir par un gros frein. Là, pour le coup, 53% des commerçants disent qu'ils ont eu des difficultés à trouver un espace de vente. C'est vraiment compliqué parce que ça coûte cher, il n'y a rien de disponible. Après, c'est très variable d'une ville à l'autre. En Ile-de-France, c'est extrêmement compliqué. Il y a d'autres régions où c'est un peu plus facile. Mais en fait, quand même, la majorité ont eu des difficultés à le trouver. En fait, ceux qui n'ont pas eu de difficultés nous ont dit que c'était vraiment un coup de chance. On a fait une visite, c'était disponible le jour même. Mais d'autres ont mis plus d'1 an à trouver.
donc ça peut être long, 1 an quand on monte son projet et qu'on a hâte d'ouvrir. On a Nolwenn qui explique ça, qu'elle voulait s'installer dans une ville bien précise, mais qu'elle ne trouvait pas. Elle a cherché pendant 1 an. Et finalement, c'est un élu d'une ville proche qui l'a contactée en lui disant « Mais moi, je trouve ça super, votre projet de commerce vrac. Pourquoi vous ne venez pas vous installer dans ma ville ? Il y a beaucoup de locaux disponibles, on va vous trouver quelque chose. » Et au final, donc, c'est ce qu'elle a fini par choisir, même si à la base, elle ne voulait pas s'installer là. Et elle dit qu'elle est très contente. Donc, comme quoi, il peut y avoir des actions à mener par les collectivités pour encourager l'installation des commerces en vrac sur leur territoire, parce que voilà, c'est aussi assez attractif, ça permet de dynamiser le centre-ville, c'est des modes de consommation qui se développent de plus en plus. Donc voilà, parfois il peut y avoir cette volonté des élus de faire venir ce type de commerce dans les villes, et c'est quelque chose qui serait intéressant de développer aussi par la suite, afin que ces commerces vrac puissent continuer à se développer et qu'on n'ait pas des porteurs de projets bloqués par la recherche d'un local qui ont très envie d'ouvrir mais ne peuvent pas s'installer. Donc voilà pour les freins. Après, voilà, il y a encore plein de choses d'autres à faire pour développer la filière. Ma collègue vous en a parlé avant, on en rediscutera dans les tables rondes et dans les conférences aussi demain. Mais voilà, en tout cas, un secteur qui a plutôt un bel avenir devant lui, comme le montrent les données économiques et l'engouement de plus en plus fort autour de ce mode de consommation. Donc voilà, les 2 rapports, je vous les ai mis en slide derrière. Donc vous avez le rapport qui est sur les commerces spécialisés en Europe, et la synthèse est déjà en ligne sur le site de Réseau Vrac si vous voulez la consulter. Et le rapport commerce spécialisé vrac rédigé par Réseau Vrac qui lui est en avant-première en consultation sur le stand de Réseau Vrac. Il n'est encore pas du tout diffusé en ligne, donc si vous voulez le consulter, n'hésitez pas à passer sur le stand pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans, et ça sera très vite en ligne. Et après, le rapport sera disponible aussi sur demande.